tous. Alors nous sommes ici ce soir pour traiter d'un thème qui nous tient à cœur dans le réseau Transmipro. Céder ou reprendre une entreprise, la crise sanitaire a-t-elle modifié la donne ? 8 mois après le début de la crise sanitaire en France, et alors que la deuxième vague nous contraint à nous reconfiner, les interrogations sont nombreuses sur la santé de nos entreprises et les perspectives de relance. Dans ce contexte inédit, anxiogène, où l'incertitude est devenue la reine, qu'en est-il du marché de la transmission reprise ? Quel professionnel de la cession d'entreprise n'a pas eu d'exemple de transactions qui se sont arrêtées net au mois de mars dernier, qui n'a pas imaginé que les valeurs d'entreprise allaient s'effondrer, ou à l'inverse, qui n'a pas constaté que certains secteurs ont littéralement explosé au sens positif du terme grâce à la crise sanitaire. Alors, tout simplement, est-ce le moment de vendre ou d'acheter ? Les valorisations sont-elles réellement impactées ? Peut-on encore trouver des financements ? Quels sont les points de vigilance ? Alors, pour tenter de répondre à ces questions et peut-être ouvrir d'autres débats, le réseau Transmipro, qui est un réseau de professionnels de la transmission d'entreprise animé par la CCIRO, a mobilisé quelques-uns de ses experts et que je vous présente maintenant. Donc, nous avons donc Thierry Charlet, à ma gauche, qui représente donc Advisio Corporate Finance, qui est spécialiste en fusion-acquisition. À sa gauche, à votre droite à tous, spectateurs, Loïc Dufaux, de KPMG, expert comptable associé. Ensuite, Christelle Milan-Péricon, qui est associée au cabinet Gemco et qui est également expert comptable. Et enfin, Frédéric Esculier, qui travaille au Crédit Mutuel et qui est responsable du marché des entreprises à Montpellier. J'espère que je n'ai pas écorché niveau nom, niveau fonction. Alors tout de suite, la première question, et plus qu'une question, je vais surtout vous demander de vous exprimer, mais un sentiment peut-être général, issu de votre vécu depuis le début de la crise. Voilà, comment vous avez ressenti ça ? Est-ce qu'il y a eu des phases, enfin ce genre de ressenti ? Et dites-moi qui veut commencer. Je pense que Thierry Charlet est très chaud. Oui, je veux bien commencer. Bonsoir à tous et toutes en ligne avec nous. Merci beaucoup. Le vécu que l'on a nous pu constater, on n'a pas vraiment vécu de phase proprement dite. On a vécu une première phase relativement courte que je qualifierais de sidération par rapport à ce qui se passait au mois de mars, puisque c'était absolument inimaginable et extrêmement soudain. C'est comme si on roulait à 120 km/h sur l'autoroute et qu'en 30 mètres, on s'arrête quasiment à zéro. Donc, première phase de sidération. Et ensuite, tel que nous, on l'a vécu en tout cas avec un certain nombre de nos clients, une adaptation progressive avec des impacts très très différenciés selon les entreprises et les secteurs. Donc ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu après. Et évidemment, un environnement d'incertitude, j'aurais tendance à dire d'incertitude complète. Ça peut sembler un peu exagéré, mais quand on voit qu'on est maintenant reconfiné, on n'aurait peut-être pas tenu le même discours si on avait fait la conférence il y a une dizaine de jours. Mais effectivement, on va d'incertitude en incertitude. Et dans ce qu'on a pu vivre avec nos clients, les transactions sur lesquelles on a pu continuer à travailler ou qui se sont arrêtées ou qui ont été suspendues pour un certain nombre d'entre elles sont à l'image de tout cela, avec certaines qui ont été maintenues. On a nous fait un closing le 31 mars, donc 2 semaines après le début du confinement. Ça, c'est les cas favorables. Et à contrario, d'autres dossiers décalés, d'autres annulés. Voilà, c'est vraiment au cas par cas, avec à nouveau des impacts extrêmement différenciés, même si globalement, elle va revenir là aussi. Les chiffres globaux du marché sont une baisse de 50% du nombre de transactions. Donc globalement, on a un marché où il y a beaucoup moins de transactions de transmission d'entreprise. Voilà, et peut-être un dernier élément au niveau du vécu qu'on a au cabinet. C'est l'apparition de missions qu'on avait beaucoup moins auparavant, qui sont des missions d'accompagnement à l'acquisition. Voilà, ça on y reviendra peut-être également, qui est une tendance qu'on a relevée également ces derniers mois. Oui, bonsoir à toutes et tous. Je vais poursuivre. Thierry a dit 2 mots-clés que je retiendrai, c'est celui de sidération dans un premier temps et celui d'incertitude dans un deuxième. Et je crois que c'est cette incertitude qu'on a comprise, en fait, tout simplement.
On sait aujourd'hui que tout est incertain et c'est d'autant plus vrai dans le contexte qui est le nôtre. Je pense qu'aujourd'hui, dans les opérations de reprise ou d'acquisition, quelles qu'elles soient, tout le monde a cette incertitude en tête, ce qui n'était pas forcément le cas, et donc fait preuve de peut-être davantage de prudence. J'ai plutôt tendance à croire que la crise que l'on vit a exacerbé en fait les attitudes des uns et des autres qui étaient préexistantes. Les optimistes le sont tout autant, si ce n'est plus. Les angoissés, ou plutôt les prudents, je ne pense pas qu'il y ait d'entrepreneurs angoissés, ça ne doit pas exister. Mais les plus prudents d'entre eux le sont peut-être davantage. Je pense que la crise a eu cet effet double d'exacerber des typologies d'attente ou de personnalité dans un premier temps, et dans un deuxième temps de faire prendre conscience, de faire davantage prendre conscience à tout le monde qu'il y a du risque évidemment dans la vie d'un entrepreneur et qu'il y a des précautions à prendre, et notre rôle de conseil c'est certainement les accompagner sur toutes ces précautions-là. Merci Loïc. Bonsoir à tous. Donc effectivement, bon, je rejoins voilà, c'est ce qui vient d'être dit précédemment. Alors effectivement, le secteur de la transmission d'entreprise, comme finalement dans tout autre secteur, tout le monde a été effectivement tout a été bouleversé également. Moi j'ai eu alors dans notre vécu effectivement des transactions qui se sont arrêtées net. Tout simplement par une perte de confiance des acquéreurs potentiels et avec les incertitudes sur le marché. Après, donc, effectivement, on le développera sûrement au cours de nos débats. Effectivement, il y a quand même des points de vue très différents d'un secteur à l'autre. Mais malgré tout, moi ce que j'ai pu constater, c'est que quand on est sorti du confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont quand même eu une réflexion à moyen et à long terme sur leur vie, leur devenir et leur situation professionnelle et personnelle. Donc ce qui a effectivement conduit à des réflexions de fond à la fois côté entrepreneur, donc potentiellement cédant, et éventuellement côté acquéreur, puisqu'en fait, moi ce que je constate sur ces quelques mois, c'est que finalement les demandes côté cédant et côté acquéreur sont certes différentes, mais on a quand même finalement une grosse demande en termes d'accompagnement là-dessus. En tout cas, de notre côté, effectivement, on a des clients qui avaient un projet de cession peut-être à moyen terme pour lequel ils ont peut-être un petit peu raccourci les délais. Et dans tous les cas, on est également sollicité par des repreneurs potentiels. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une confiance ou une envie d'entreprendre, de faire des choses. Voilà, donc une réflexion sur tous ces sujets, en tout cas. Donc des flux maintenus, est-ce que ça se vérifie au niveau bancaire? Frédéric Esculier. Bonsoir. Au niveau bancaire, on a connu d'abord un début de confinement où on était tous dans la sidération. Tout s'est arrêté. Et puis, d'un coup, on a vu apparaître le tsunami PGE. Donc là, on a eu vraiment beaucoup de travail. Tous les autres projets de nos clients entrepreneurs étaient arrêtés et on s'est consacré pendant pratiquement 3 mois sur le PGE. On a vu une sortie de confinement où finalement la vie a très vite repris. Tous les projets qui avaient été ralentis, stoppés, sont très vite revenus sur le devant de la scène. Et du coup, c'était un réel espoir de reprise d'activité assez rapide. Voilà, maintenant... tout ça, c'était jusqu'à aujourd'hui, ou il y a quelques jours. Aujourd'hui, on est rentré dans la deuxième phase du confinement, enfin dans un deuxième confinement. On va voir comment ça se passe dans les entreprises. Espérons que les investissements, les reprises, les transmissions d'entreprises pourront se réaliser dans les mois qui arrivent. Donc c'est certain qu'on entre dans une nouvelle ère d'incertitude, comme disait Thierry Charlet. On referait cette présentation. Alors si on l'avait fait il y a une semaine, ou si on la refait dans un mois, sans doute les propos
sont différents, donc peut-être qu'on la refera dans un mois d'ailleurs pour réévaluer ce qui se passe. Pour autant, donc dans ce climat, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est on y va ou on n'y va pas, que ce soit du côté cédant d'ailleurs ou du côté repreneur. Est-ce que c'est réellement le moment d'initier un projet ou pour ceux qui l'ont déjà dans les tuyaux, de le poursuivre. Alors de manière peut-être plus technique, plus factuelle, est-ce que c'est le moment de... Est-ce qu'on y va ? Alors, incontestablement, je crois que tout le monde s'accorde à peu près à dire qu'on rentre dans une période de crise, de crise successive. Donc effectivement, c'est quand même pas un contexte qui est forcément favorable pour entreprendre. Enfin, c'est du moins quelque chose qui est malgré tout un petit peu anxiogène pour porter des projets. Après, effectivement, cette crise, quels vont être les impacts ? Alors, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent sur ce sujet et je vais sûrement pas me prononcer. Après, visiblement, il y a certains experts qui s'accordent à dire que tous les secteurs d'activité non plus ne vont pas être concernés de la même façon. Donc, il y a peut-être des secteurs qui vont être vraisemblablement plus particulièrement touchés. Et donc du coup, c'est vrai que là, il y a peut-être un peu plus de projets qui sont gelés, mais malgré tout, il y a d'autres secteurs d'activité pour lesquels on a toujours un engouement, une confiance, et sur lesquels les repreneurs peuvent... continuent de malgré tout avancer sur ces sujets, sur ces secteurs. Après, est-ce que c'est vraiment le moment ? Après, je crois qu'effectivement, le propre du chef d'entreprise, c'est aussi de prendre des risques. Alors après, tout est une histoire de dosage, effectivement, dans tout ça. Tout dépend quoi, comment, où, donc c'est effectivement... et là, après, il y a aussi, il y a deux sujets, c'est-à-dire qu'il y a aussi la crise, on va dire, et les conséquences économiques à court terme. Donc je crois qu'il faut quand même bien différencier ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait des conséquences à court terme qui sont liées au confinement, la perte de clients, de chiffre d'affaires, vraisemblablement on va avoir des conséquences y compris sur 2021, donc de façon classique sur tout ce qui est café, hôtel, restaurant, et puis peut-être des secteurs qui vont également être impactés quand même à moyen terme, parce que peut-être qu'il y a des tendances de consommation, des modes de consommation, des habitudes qui vont se prendre de façon différente, et est-ce que certains secteurs ne vont pas être, ou certaines entreprises qui étaient positionnées sur certains services ou autres, ne vont pas être impactées à moyen terme, parce que par exemple, effectivement, on fait plus de télétravail, il y a peut-être des tendances qui vont perdurer, donc certaines choses qui vont être un petit peu impactées, voilà. Donc ça, c'est un peu la question. On n'a pas forcément toujours la réponse. Donc beaucoup de cas par cas, la digitalisation, un secteur qui devrait bien fonctionner, on en est la preuve encore vivante ce soir. Je pense que Loïc Dufaux a envie d'intervenir. Oui, je voulais réagir. Je crois lire entre les lignes de ta question, Sylvie, la notion d'opportunité et ce qu'on entend en disant il y a des coups à faire. Il y a une crise, il y a des coups à faire. Oui, quelque part, on peut raisonner comme ça. Et comme vient de le dire Christelle, il y a un contexte de crise. Simplement, ce contexte de crise, il faut le dissocier de ce qui est le business model de l'entreprise en question. C'est simplement être plus vigilant sur quel est le fondement de l'entreprise dont on parle, sur quelle valeur elle repose, sur quel marché elle est assise. Certes, ce marché est en crise, mais l'entreprise en elle-même, elle peut avoir un fondement, un business model qui est tout à fait viable et qui traverse à un moment donné une difficulté. Toute la technicité dont on va devoir faire preuve, c'est d'apprécier la durée de cette difficulté-là. Alors là, c'est loin d'être simple, évidemment. Il y a une inconnue qui se présente forcément, mais se dire
tout est mort, il n'y a rien à faire, certainement pas, mais c'est pas pour autant que toutes les cibles sont devenues belles non plus. Oui, je voulais rajouter quelque chose. On a connu de nombreuses crises depuis 50, 60, 70 ans, et on les a jamais vues venir ou au dernier moment. Donc ce qui veut dire qu'il y a toujours des moments où les choses vont bien, on a l'impression que tout va aller bien pendant longtemps, et puis finalement une crise arrive. Donc en fait, la reprise ou la cession d'entreprise, eh bien, on peut la faire dans une période où tout va bien et se retrouver justement juste après avoir fait une acquisition dans une période de crise. Donc ce qui est important, c'est ce que Loïc disait, c'est plus les fondamentaux de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à faire face à son marché, à répondre à son marché, à répondre à la demande, et la capacité de l'entreprise à financer ses investissements ou à financer son développement. Oui, juste, donc j'adhère à ce qui a été dit, effectivement. À très court terme, sur les dossiers que les uns ou les autres peuvent étudier, soit qu'ils soient du côté vendeur ou du côté acquéreur, je pense malgré tout qu'il faut qu'il y ait un minimum de continuité d'activité, ce qui va à nouveau être très différencié selon les secteurs. Il est clair qu'il y a des secteurs où les choses sont complètement à l'arrêt. Il y en a d'autres où l'activité ne se porte pas si mal, mais où malgré tout, à court terme, il y a des impacts ou en tout cas des incertitudes importantes qui font que les dossiers vont prendre plus de temps. Et c'est vrai qu'entre le fait de continuer à étudier des dossiers, effectivement, ce qui est le cas dans majorité de cas malgré tout, et le fait de faire aboutir les dossiers, je pense qu'un certain nombre d'intervenants vont probablement attendre d'avoir une visibilité sur 2021, qu'à ce jour on n'a pas du tout, et à ce jour l'anticipation qu'on peut faire, c'est probablement devoir attendre le deuxième semestre 2021 avant d'espérer un certain retour à la normale. Donc beaucoup d'opérations, en tout cas par rapport à ce que nous on peut voir qui sont à l'étude aujourd'hui, à notre avis ne se concrétiseront pas à court terme. Donc oui, on peut continuer à faire des opérations, mais je pense que de façon réaliste, même s'il peut y avoir au cas par cas des opportunités, c'est d'une manière générale un attentisme plus ou moins important qui devrait prévaloir. Je crois que c'est assez clair sur ce sujet. Du coup, moi, la question qui me taraude quand même depuis parce que je suis aussi sur ce marché-là, j'ai oublié de le préciser qu'au sein de la Chambre de commerce de l'Hérault, je m'occupais de transmission reprise et que je suis confrontée à des entreprises qui veulent céder aujourd'hui, qui ont aussi bien souvent continué leur projet. Donc là, je rejoins Christelle Milan-Piricon sur cette analyse. Voire même pour certains accéléré. Mais en revanche, il y a quand même une inconnue, en tout cas une difficulté dans notre pratique, c'est d'y mettre du coup une valeur. Parce que dans cet environnement très incertain, très instable, qui ont évidemment affecté la plupart des bilans, alors à la hausse ou à la baisse, comment est-ce qu'on valorise une entreprise aujourd'hui ? Allez, si on parle Parlons de choses qui fâchent. De valeur, je vais me lancer. Il y a deux choses très différentes, c'est la valeur et c'est le prix. Le seul qui peut définir le prix, comme je dis souvent, c'est l'acquéreur, parce que c'est lui qui a le chéquier, c'est lui qui va signer en bas. Et tant que lui ne sait pas prononcer, le prix, finalement, on ne le connaît pas. Oui, la crise a effectivement impacté les bilans, mais Dieu merci, la valeur ne repose pas que sur le bilan de l'entreprise, elle repose sur son devenir. C'est pas forcément plus simple. Madame Irma, je crois, a pris sa retraite il y a déjà quelques années. Donc aujourd'hui, faire un business plan en période de crise, c'est sûr que c'est pas évident. Après, Frédéric le souligne à juste titre, quand tout va bien, on fait un business plan. Vous savez, ces jolis business plans qui progressent très fortement. Les banquiers en général adorent ça, quand on leur présente comme ça. Oui. Mais effectivement, on n'est pas... Ils ne sont pas dupes. Bon, certainement pas. Mais il le soulignait à juste titre tout à l'heure, du jour au lendemain, la crise, elle peut arriver. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on est en période de crise que finalement, quelque part, demain, ce sera forcément pire que ce n'aurait pu l'être il y a 10 ans. Seulement, la vie aujourd'hui. Donc, Pierre le soulignait tout à l'heure aussi, aujourd'hui, à court terme, il y en a qui sont effectivement en difficulté, qu'il y a des business models qui sont mis à mal, tous ceux de l'événementiel, enfin tous ces métiers qu'on connaît. On ne peut pas le nier. Donc, ceux-ci ont effectivement une valorisation qui est minorée, tout simplement parce que en deux mots, la valeur va dépendre d'une rente future qui va être générée, et cette rente, il nous intéresse deux choses.
le montant et sa pérennité. Le montant, il est impacté par un volume d'affaires et la capacité à rentabiliser ce volume d'affaires, et la pérennité, combien de temps ça va durer. Ces deux éléments-là, aujourd'hui, sont incertains. Donc on va devoir beaucoup plus fouiller le business plan, le business model, le marché dans lequel s'inscrit cette entreprise-là. Après, oui, effectivement, la valorisation qu'on a aujourd'hui est plutôt à la baisse. D'un autre côté, on a une pluralité d'acquéreurs aujourd'hui qui est colossale. On voit plein de gens qui cherchent à acheter. Et cette pluralité d'acquéreurs, enfin, vous le savez, c'est le principe des enchères, elle a un principe, c'est qu'elle fait monter les prix. Donc les deux combinés arrivent à faire des généralités, je m'y risquerai pas, mais certainement à dire qu'il y a certains secteurs dans lesquels, effectivement, les valorisations sont peut-être majorées et d'autres dans lesquels elles sont bien évidemment minorées. Il va falloir les citer, ces secteurs, parce que là, ça m'intrigue aussi. Est-ce qu'on a quelques exemples ? Oui, évidemment. Enfin, on ne va pas parler de la vente à distance, le sujet serait polémique, surtout en ce moment. Mais il y a des secteurs, je pense à tout ce qui est autour du digital, du travail à distance, du mobilier d'équipement de la maison. Voilà, on voit des choses comme ça, par exemple, où effectivement il y a un développement. Tous les métiers qu'on connaît bien, de la restauration, de l'hébergement, du tourisme, du loisir, de la culture, évidemment, sont eux des domaines franchement en perdition aujourd'hui. Non, effectivement, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. En fait, effectivement, disons que nos vieux réflexes sont un peu mis à mal, globalement, parce que c'est vrai qu'on avait une habitude, qui consistait à dire l'avenir va ressembler à peu près au passé. Donc c'était un peu la solution de facilité qui consistait à dire on regarde ce que l'entreprise a généré comme flux sur le passé. On va corriger à la marge deux ou trois éléments qui sont propres à la stratégie que va retenir le repreneur. Et donc on va avoir quelques plus, quelques moins, mais dans les grandes masses, on va être à peu près là-dessus. Et en fait, finalement, là, on se retrouve quand même confronté à des réflexions un peu plus profondes qui touchent réellement à des visions plus long terme et qui touche également à la stratégie et au positionnement même de l'entreprise. Est-ce qu'elle va s'inscrire durablement sur toutes ces nouvelles tendances qu'on voit, qui sont même pas naissantes, parce que on est en train de dire que l'habitat reprend une importance prépondérante, le bien-être. Après il y a ces notions aussi bien sûr tout le commerce de proximité. On redécouvre aussi le commerce de proximité. Donc, effectivement, même sur une entreprise bâtiment ou une entreprise lambda, et il y a également de façon transversale là aussi. Quelle est sa stratégie de digitalisation? Donc ça, c'est vraiment aussi des choses qui doivent être analysées sur des dossiers de même côté acquéreur. Donc voilà, donc c'est plus des réflexions aussi sur effectivement à moyen terme sur le modèle économique. Après, d'une manière générale, effectivement, il y a un certain nombre de retraitements à faire sur les comptes. Alors, quand on va nous présenter des comptes avec des sociétés qui ont été fermées ou impactées par du confinement, il va y avoir effectivement un certain nombre de retraitements à effectuer, après avec de l'endettement qui a à revoir aussi avec les PGE qui ont été accordés. Voilà, donc ça c'est des choses un petit peu à la marge aussi. Ouais. Est-ce à dire, quand j'entends on va retraiter par exemple les mois de confinement qui font que y a du chiffre d'affaires en moins, est-ce à dire que quelque part on le lisse à nouveau et on fait comme si ça n'avait pas existé? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ou est-ce que j'ai bien entendu quand même, attention là, au business plan futur? Alors je veux bien intervenir sur ce sujet-là parce que le vécu actuel, c'est que on aimerait bien que ce soit ce qui a été décrit là, mais moi le vécu que j'ai sur les dossiers sur lesquels on intervient, c'est que, et Loïc l'a rappelé, il y a la valeur et il y a le prix, et ce qui intéresse le vendeur, c'est l'acquéreur, c'est le prix. Et aujourd'hui, même si les choses peuvent évoluer, l'approche qui serait de dire ça a été un simple trou d'air le premier confinement, aujourd'hui elle ne fonctionne pas dans la pratique parce que la preuve il y en a un deuxième et on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Donc aujourd'hui dans des discussions entre acheteurs et vendeurs,
Bien entendu, le vendeur voudrait expliquer que le confinement du premier semestre était un simple trou d'air ponctuel, mais ça ne va pas être retenu par l'acquéreur en fait. Hein. Donc à ce jour, on n'est pas en mesure d'imposer cette approche-là. Tant qu'on ne sera pas sorti de cette crise, et on sait qu'on n'en sera pas sorti avant de nombreux mois et de façon durable, hein, vaccin, on ne sait pas quand. Hein. Aujourd'hui, d'un point de vue théorique, effectivement, et méthodologique, on sait appliquer ces façons de faire. Mais moi, je ne rencontre pas d'acquéreurs qui acceptent de faire de cette façon-là, hein, parce qu'on est toujours dans la crise, et tant qu'il n'y aura pas une visibilité sur une sortie de crise, évidemment, le vendeur va défendre le fait que c'est ponctuel, l'acquéreur va dire c'est ponctuel, mais ça dure et ça va durer encore un certain temps qu'on ne sait pas prédire. Donc les discussions sont plutôt sur est-ce que la pérennité de l'affaire est affectée ou pas par rapport à la valeur. Évidemment, si elle est affectée, comme dans certains secteurs d'activité, j'ai envie de dire, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de prix, et puis il n'y a plus de transactions non plus, malheureusement, notamment quand les activités sont fermées, bien entendu, mais même quand elles sont ouvertes, en dehors de quelques secteurs, mais moi je dirais c'est 10 ou 20% des entreprises qui se comportent bien, mais la grande majorité des entreprises, y compris celles qui ne sont pas fermées, sont quand même affectées de façon plus ou moins importante. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, les valeurs sont remises en cause. Alors, facteur supplémentaire lié à ça, Frédéric rappelait la notion de cycle tout à l'heure, qui m'est assez chère également. Effectivement, si on regarde sans remonter de façon trop ancienne, mais on a à peu près une grande crise tous les 10 ans finalement. Hein. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que juste avant la crise actuelle, on était en termes de transmission d'entreprise et de valorisation sur un haut de cycle. Donc très clairement, ce haut de cycle, on vient de le quitter, alors, par un décrochage brutal. Mais après un haut de cycle, il va falloir passer par un bas de cycle. Alors on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais donc très clairement, on aura beau faire tous les retraitements qu'on veut, on va passer par une phase où les valorisations vont forcément être plus basses pour l'ensemble de ces raisons-là. D'accord, donc je retiens bien la notion de marché, c'est-à-dire que, ok, on peut mathématiquement, on sait faire, on peut faire des retraitements, mais l'acquéreur, lui, est-il prêt à prendre le risque? Et au-delà de ça, je me tourne vers Frédéric Esculier, est-ce que le banquier sera aux côtés de l'acquéreur si l'acquéreur, toutefois, tape dans la main sur un prix qui reste haut par rapport à ce décrochage? Oui, bien, nous banquiers, on a quand même quelques préconisations aussi de nos organismes de tutelle qui ont été très marqués sur le crédit à l'habitat, où il fallait respecter un taux d'endettement, un taux d'effort, des durées de financement moins longues. Et tout ça, ça va se traduire aussi dans les prêts aux entreprises par des contraintes plus fortes. Et puis, donc des contraintes plus fortes, donc peut-être moins d'enveloppe, moins de financement, ou des financements un peu plus restrictifs ou des garanties supplémentaires. Et puis, je dirais que la situation actuelle, c'est une situation d'incertitude, et les banquiers n'aiment pas l'incertitude. Donc forcément, ça va induire chez nous un comportement de méfiance. Ça c'est très clair. Et du coup, on se posera la question de quelle est la valeur de l'entreprise, comment on évalue l'entreprise, quels ont été les éléments qui ont permis de donner cette valeur ou ce prix à l'entreprise. Et pour cela, nous, on se base souvent sur ce qui s'est passé, comme tu disais tout à l'heure, et souvent sur les trois dernières années, finalement. Et sur les 3 dernières années, avec cette année de crise, ou peut-être ces années de crise, ça on ne sait pas encore, forcément il y aura un impact dans la valorisation, dans le prix de l'entreprise. Je pense que effectivement sur certaines entreprises, la valorisation sera impactée par la crise que l'on connaît aujourd'hui. Ça c'est très net, quoi. Et le comportement du banquier aussi. Et sur le comportement du banquier. Voilà, qui demandera forcément un peu plus de garantie, un peu plus d'efforts d'apport pour justement couvrir ce risque supplémentaire qui a pu être engendré par la période de crise. Voilà.
Christelle ? Juste une petite anecdote peut-être pour illustrer ce que vient de dire Frédéric. Effectivement, nous on avait un dossier d'une demande de financement qui était en cours, alors effectivement sur du secteur café, hôtel, restaurant, et donc bon, les réponses qu'on avait l'habitude d'avoir, les retours des banques, elles sont binaires, ou c'est oui ou c'est non. Et là, non, il y a une troisième catégorie de réponses, si j'ose dire, c'est on ne sait pas. Donc en fait, donc du coup, enfin, avec une réponse bien sûr argumentée de la part de l'établissement financier. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a effectivement pas de visibilité. Et compte tenu du contexte, votre dossier il est bon. Mais on ne sait pas si on peut se positionner ou pas. Donc en fait, on gèle effectivement notre réponse en attendant effectivement de voir un petit peu à minima la fin du confinement. Et voilà, donc c'est sans avoir réellement donc effectivement des dossiers qui peuvent être totalement bloqués. Voilà, parce que bon, après, en l'occurrence, c'était un prix qui a quand même été négocié compte tenu du contexte, mais voilà. Et malgré la baisse consentie, le banquier qui atterre. Oui, je voulais réagir sur ce que vient de dire Frédéric à l'instant. Le banquier, il n'a jamais intérêt à ce qu'une transaction ne se fasse pas, puis finalement, tant qu'on ne lui demande rien, le banquier ne va pas empêcher la transaction. Le banquier, il a juste cette mauvaise habitude de vouloir être remboursé quand il a prêté de l'argent, on ne va pas lui reprocher. Mais cette mauvaise habitude, j'aime bien l'appeler comme ça, elle est quand même super saine finalement, parce que ce que veut, et Frédéric l'a bien expliqué, ce que veut le banquier, c'est comprendre les risques qu'il prend. Il n'y a pas plus pédagogique que la crainte d'un banquier pour illustrer la crainte que devrait logiquement avoir l'acquéreur. L'acquéreur, si tant est qu'il soit un minimum raisonnable, et j'aime à penser qu'il l'est, il va partager ces mêmes craintes, il investit, et là de manière autrement plus, on va dire plus impliqué que le banquier, parce qu'il va en général bien au-delà, et c'est normal. Il a les mêmes craintes, il a besoin d'être assuré de la même manière. Donc je trouve ça finalement très pédagogique, et je trouve surtout que c'est un super enseignement qu'on donne aux vendeurs pour savoir expliquer que le risque finalement il est maîtrisé, que c'est peut-être pas sur 3 ans qu'il faut regarder, mais c'est peut-être sur 5, et puis qu'en face de chacun des risques identifiés, il y a une politique, il y a une stratégie, il y a une manœuvre qui a été mise en œuvre, il y a des solutions, des préconisations qui ont été retenues, et je trouve que c'est finalement très intéressant pour le vendeur d'adopter cette démarche-là. Donc de la pédagogie. Merci. Merci. Et c'est vrai que c'est souvent le garde-fou et le dernier rempart contre peut-être des attitudes de reprise inconséquentes. Thierry Charlet, tu voulais intervenir également ? Non, rien du tout. Donc plus de commentaires, tout le monde est d'accord avec la position énoncée par Frédéric Esculier. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Nous, on a eu plusieurs fois des demandes de reprise d'entreprise, et notamment par des cadres de grandes entreprises qui étaient prêts finalement à pratiquement sacrifier tout leur patrimoine, toute leur expérience professionnelle pour reprendre des entreprises. Et heureusement, effectivement, que certains banquiers leur ont dit non, surtout n'allez pas vers cette reprise, parce qu'autrement, ils auraient vraiment tout perdu. Alors que c'était des gens très compétents, très carrés dans leur esprit, souvent, avec des dossiers, j'allais dire, presque parfaits, mais ils ne voyaient plus que la volonté de reprendre une entreprise, parce qu'à un moment donné, c'était leur projet de vie. Et ça, là, le banquier peut jouer effectivement son rôle de modérateur. Oui, on sait que sur ces profils de repreneurs-là, et je pense qu'il y en a qui nous écoutent ce soir, il y a aussi des fois une horloge qui tourne du fait par exemple, d'indemnité pour l'emploi qui diminue et qui peut des fois aveugler sur la fin. Donc attention aussi de ce côté-là. Donc merci à nos banquiers de jouer ce rôle. Et du coup, comme voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, des projets qui sont retardés, qui s'arrêtent.
des banquiers qui disent ok, mais on attend de voir. Est-ce qu'il y a des stratégies, des montages, j'allais dire, ou des stratégies qui peuvent permettre de mettre tout le monde d'accord? Dites-moi, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est quand même des fois avec des deals là, qui ne se font pas. Alors, moi je crois qu'on a du mal à s'écarter des fondamentaux malgré tout. Effectivement, on pourrait imaginer, je vois que tu nous tends la perche, mais notamment à mettre en place des mécanismes de complément de prix, d'earn-out, ou éventuellement d'acquisition différée dans le temps d'une partie du capital, ce qui revient au même. Néanmoins, on connaît les inconvénients habituels de ces schémas-là, qui ne changent pas, c'est les inconvénients habituels. Et si un acquéreur, effectivement, prenant en compte les incertitudes supplémentaires de la période actuelle, propose un prix avec une part différée plus importante que ce que cela n'aurait été d'habitude, probablement que si l'affaire est de qualité, le vendeur risque de refuser, de préférer reporter son projet. A contrario, si l'acquéreur accepte, peut-être qu'à ce moment-là, si le vendeur accepte, peut-être que l'acquéreur devra un petit peu s'inquiéter sur la qualité réelle de l'affaire. Donc, à la marge, effectivement, ça peut apporter des solutions permettant de rapprocher les points de vue. Mais fondamentalement, je ne trouve pas que ça change l'équation du problème dans cette période avec beaucoup d'incertitudes. Et à nouveau, fondamentalement, si une affaire est de qualité, l'acquéreur va difficilement pouvoir l'acquérir avec une part de paiement différé importante. En tout cas, moi, c'est le vécu que j'ai. Oui, non, c'est un avis que je partage. J'ai tendance à parler du gâteau et de la cerise. On s'intéresse d'abord au gâteau. Alors peut-être qu'il n'y a plus une cerise sur le gâteau, peut-être qu'il y en a deux, et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ces clauses d'earn-out permettent de rapprocher un petit peu plus de légères divergences sur un prix, et là, non plus de valeur. Mais je rejoins ce que dit Thierry, c'est à la marge. Par contre, pour répondre à ta question, mais finalement j'ai déjà dit avant, si ce que ça change pour nous, c'est l'effort qu'on va faire pour décortiquer ce qu'est l'entreprise et montrer les vraies sources de création de valeur et les impacts d'une crise quelle qu'elle soit, ou d'une prise de risque ou d'un changement. On va être beaucoup plus vigilant, je pense, aujourd'hui qu'on a pu l'être à certains moments, à illustrer en fait la maîtrise que l'on a du risque pris par l'entreprise et de ce qui a été mis en face, tout simplement. Je pense que c'est une attention plus importante qu'on a, tout simplement, parce que nous-mêmes, on y est davantage sensibilisés en ce moment. Oui, et je crois que cette période de crise doit nous montrer qu'il faut que toutes les parties travaillent ensemble, c'est-à-dire le vendeur, l'acheteur, les conseils, les banquiers, dans le but de réaliser l'opération. Pour moi, c'est assez fondamental, parce que chaque partie, finalement, a pour objectif d'y arriver. Et si on arrive à se concerter pour faire voir le point de vue de chacun, finalement l'opération se réalisera. Et c'est dans des périodes de crise comme on connaît aujourd'hui, où il faut être encore plus enclin à aller les uns vers les autres et vraiment discuter ensemble pour que le projet puisse se réaliser. C'est un peu comme ça que je vois les choses de mon côté aujourd'hui. Donc il n'y a plus le clan des vendeurs et le clan des repreneurs, entendons-nous. C'est un peu ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même à la base des intérêts qui sont divergents. Et quelquefois, c'est vrai que quand tout va bien, eh ben, ma foi, on diffère son projet, on attend le repreneur suivant, et puis on finit par peut-être trouver celui qui achètera. C'est pas toujours le cas. Donc plutôt aujourd'hui de la conciliation, on va dire, sur ces projets. Alors, Loïc y a fait référence tout à l'heure assez rapidement. J'aimerais qu'on revienne sur cet effet d'aubaine qui, à mon avis, est dans beaucoup de têtes aujourd'hui, surtout dans beaucoup de têtes de repreneurs, que ce soit d'ailleurs des personnes physiques ou des personnes morales. Et je pense en particulier à la reprise d'entreprises en difficulté, parce que malheureusement, il risque d'y avoir, malgré les statistiques qui sont encore très favorables sur les défaillances, mais on sait que le compte à rebours a commencé et que beaucoup de choses sont différées dans le temps. Est-ce que vous avez déjà des exemples d'entreprises qui
se sont retrouvés réellement en difficulté, n'ont pas pu, malgré les PGE, malgré toutes les aides qui sont mises en place, survivre à la première vague, et qui auraient déjà fait l'objet de reprises. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet d'aubaine ? Alors, sur la dernière question des entreprises qui se sont vraiment retrouvées en difficulté suite à la crise financière, la crise sanitaire, pardon. Moi, j'ai pas vraiment d'exemple concret. J'ai envie de dire que c'est plutôt des entreprises qui étaient déjà en mauvaise santé financière avant la crise, qui ont rencontré des difficultés, on va dire, qui sont devenues quasiment insurmontable avec la crise que l'on traverse au jour d'aujourd'hui. Après, effectivement, là, les jours et les mois qui vont arriver, vraisemblablement, il risque d'y avoir un petit peu plus, malheureusement, de casse dans les entreprises. Donc, effectivement, des personnes qui sont en veille là-dessus. Après, effectivement, côté acquéreur, alors il peut y avoir un effet d'aubaine sur le prix, ça c'est incontestable. Après, pour autant, encore faut-il reprendre quelque chose qui soit viable aussi, parce que souvent on achète peut-être pas très très cher, mais il y a aussi, il faut quand même toujours additionner les investissements complémentaires qu'on va être amené à faire pour mettre l'entreprise sur des rails, donc, et avec en termes notamment de digitalisation, d'outils, des moyens humains et moyens financiers, et aussi tous les besoins en fonds de roulement que l'on va avoir entre le moment où on va travailler à remettre cette entreprise sur des rails et le moment où effectivement l'activité pourra atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, après il peut y avoir des niches ou des opportunités, mais j'ai envie de dire c'est peut-être pas non plus une généralité malgré tout. Voilà. Peut-être pas une aubaine, Loïc ? Si, j'ai envie de dire qu'il y en a une aubaine, et enfin il y en a même plusieurs heureusement, mais elles sont noyées dans une masse de reprises qui, elles, ne sont pas des aubaines. Donc il faut arriver à les déceler. Dire qu'il n'y en a aucune, non, certainement pas, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y en a parce qu'il y a des gens qui se positionnent comme vendeurs alors qu'ils ne l'étaient pas. Ne serait-ce que ça, il y a des entrepreneurs épuisés, il y a des entrepreneurs apeurés, des entrepreneurs inquiets, qui à un moment donné se posaient la question de vendre et qui vendent finalement plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait. Ça met quand même en avant un point clé qui est la trésorerie. Je crois que s'il y a un enseignement qu'on doit tirer, je pense que tous les financiers iront dans ce sens-là, c'est que la trésorerie, ça reste le nerf de la guerre. Tu nous parles tout à l'heure des entreprises qui sont en difficulté pour justifier cette aubaine. Alors, il n'y a pas que ça, mais ça en est. La dernière soirée qu'on a eue au sein de Transmipro était dédiée à ce sujet-là. J'ai retenu deux chiffres qui m'ont marqué, c'est qu'au troisième trimestre 2020, on avait 75% des dossiers qui partaient en liquidation, contre 60 à 65 sur les 4 dernières années. On a 10 points d'écart, c'est colossal. Et pourquoi effectivement on a ces entreprises qui, venant déposer, pour prendre la terminologie populaire au greffe, partent à 75% sur un process de liquidation et ne pas de redressement? La seule différence, elle est claire, c'est la trésorerie. Donc cet effet d'aubaine, oui, il existe, mais sur quelques cibles bien sélectionnées, bien travaillées, et qui ont, Thierry disait tout à l'heure, il y en a sur lesquelles c'est trop tard, c'est plus la peine. Donc on est uniquement sur celles pour lesquelles il y a effectivement un niveau de trésorerie qui va permettre de relancer la machine, qui va permettre de faire face aux difficultés, et qui va permettre de continuer le business model, de le poursuivre vers des jours meilleurs qu'on espère très prochains. Oui. Puis je dirais aussi que l'aubaine, elle est pour certaines entreprises, mais pas pour toutes en fait. L'aubaine pour l'un n'est pas une aubaine pour l'autre. Donc j'ai pas mal d'exemples là-dessus. Certaines entreprises, et notamment qui étaient en difficulté, ont été reprises par d'autres entreprises qui étaient
très saine, bien sûr. Et là, il y a eu un effet d'aubaine, effectivement. Ça a permis de gagner un marché, de récupérer des bâtiments, du matériel, des employés de qualité. Ça, c'était un effet d'aubaine. Mais quelqu'un d'autre aurait repris cette même entreprise, l'effet d'aubaine n'aurait pas été perceptible. Ça aurait été au contraire plutôt catastrophique qu'autre chose. Donc alors, l'aubaine, oui, pour certains, mais pas pour tous, en fait. Et donc en particulier pour les personnes morales, pour les entreprises déjà constituées qui voudraient faire de la croissance externe, là peut-être certaines peuvent se mettre en veille. C'est plus facile sur la croissance externe. D'être soi-même déjà en bonne santé. Thierry ? Oui, peut-être. Moi, je rejoins ce point-là, effectivement, que je pense que dans la phase actuelle, il faut être très riche et très courageux pour se lancer dans des acquisitions de sociétés en difficulté. Parce que, comme l'a bien dit Christelle, à ce jour, du fait de l'ensemble des mesures étatiques, il y a beaucoup moins de dépôts de bilan que d'habitude. Donc les affaires qui sont vraiment tombées jusqu'à aujourd'hui, à quelques exceptions près, sont des affaires qui étaient déjà en grande difficulté avant. Donc ce sont des affaires globalement qui auront du mal à s'en remettre. Donc probablement, si on fait une analogie avec l'aspect sanitaire, probablement que dans cette première vague qui est assez limitée d'entreprises en difficulté et en procédure collective, qu'il y a peu d'entreprises de qualité. En revanche, si on se projette à l'année prochaine, où tu le disais, le plus important malheureusement est à venir, et je pense que c'est dans la vague ultérieure où il y aura à la fois encore des entreprises qui étaient déjà fragiles avant la crise, mais aussi on peut le craindre malheureusement à partir de là un certain nombre d'entreprises qui elles étaient beaucoup plus saines. Et comme le disait Loïc, là à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir éventuellement des vraies aubaines, des vraies opportunités, mais c'est peut-être encore un petit peu tôt maintenant si on essaie de se projeter. Oui, tu faisais une distinction entre personne morale et personne physique. Je pense que c'est un élément clé pour une raison très simple, c'est que la personne morale, donc société déjà constituée avec une activité a priori en lien d'une manière ou d'une autre, va créer la différence parce qu'elle apporte une synergie. Elle va apporter soit une économie d'échelle, soit une économie de structure, soit un marché complémentaire. Toutes ces synergies qu'elle apporte font que ce sera peut-être là les aubaines pour elle, mais cette même reprise pour un particulier n'aurait peut-être été catastrophique. Juste dans le prolongement de ce qu'on vient de dire aussi, c'est tout simplement, après, c'est une réflexion sur la TPE, la PME. En fait, ça c'est un élément qui n'est absolument pas financier, mais c'est le moral du chef d'entreprise, en fait. Et ça, c'est un élément qui, à mon sens, est important. À savoir que, effectivement, déjà avant la crise, le moral des chefs d'entreprise, des petites entreprises, était vraiment au plus bas. C'est vraiment des personnes qui étaient déjà fragilisées parce qu'elles se retrouvaient bien sûr à la croisée des chemins de plein de problèmes commerciaux, techniques, administratifs, de gestion du personnel. Parce que ça, c'est vraiment des sujets qui revenaient qui reviennent beaucoup dans la bouche des dirigeants. Ils sont presque au bord du burn-out. Forcément par voie de conséquence des difficultés financières là-dessus, mais finalement la crise sanitaire est arrivée là-dessus et n'a fait que surenchérir quand même des difficultés, des difficultés déjà existantes, et tout simplement ce sont des personnes qui ont du mal parfois à trouver le second souffle pour déjà se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour peut-être... il y a des personnes qui sont perdues. Effectivement, est-ce qu'il faut que je continue, que je ferme, que je modifie mon positionnement, que j'aille plutôt vers cette typologie de clients, ils n'ont pas ils n'arrivent plus à trouver la force et l'énergie pour rebondir. Et c'est vrai que finalement, quelque part, la session constitue presque une lumière au bout du tunnel, finalement, pour sortir un petit peu de ces difficultés. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement aussi, malheureusement. Ouais. Donc le moment pour certains peut-être de passer la main. Justement, je m'interrogeais sur les comment dire, il y a des projets qui étaient déjà dans les tuyaux. Alors, je pense à des projets de retraite. Alors quelquefois ça peut être aussi ce type de comportement, de ressenti en tout cas des chefs d'entreprise qui motive ça. Mais du coup, justement, quand
on est contraint de vendre quelque part et qu'on voit son entreprise mal en point, qu'est-ce que vous leur conseillez à vos clients de continuer malgré tout avant ou d'essayer de retrouver ce second souffle? Qu'est-ce qu'on leur dit? Je crois qu'il faut évaluer la situation vraiment au cas par cas, très précisément, à nouveau, dans cette crise, la pérennité de l'entreprise, dans quelle mesure elle est éventuellement mise en danger ou pas. Si la pérennité est mise en danger, je crois qu'à très court terme, il faut laisser de côté le sujet de la transmission et puis sauver l'entreprise, pour parler concrètement. Donc dans ce cas-là, ça induit probablement un décalage du projet de transmission. Et après, dans les cas de figure plus favorables où l'entreprise est toujours solide et peu ou pas, dans certains cas, pas impactée par la crise, dans ce cas-là, on peut continuer le processus. Mais c'est vraiment du cas par cas. Et le rôle des conseils me semble, bon, il est toujours important, mais d'une manière générale, cette crise, elle nous rappelle de façon violente beaucoup de fondamentaux finalement. Et entre autres, le fait d'être accompagné sur ce type de projet permet d'y voir plus clair dans cet environnement-là, effectivement, sur qu'est-ce qui est prioritaire pour mon entreprise, est-ce que je peux vraiment poursuivre mon processus ou est-ce qu'il n'y a pas des mesures de plus court terme importantes pour assurer sa pérennité ou son évolution. Effectivement, notamment, est-ce que mon entreprise est suffisamment digitalisée, par exemple. Dans certains cas, certains peuvent découvrir que ce n'est pas du tout le cas. Et là, non seulement ils auront un problème de pérennité à très court terme avec la crise, mais en plus, ils se rendent compte que finalement, l'entreprise, elle est peut-être plus si transmissible que ça. Voilà. A contrario, on peut aussi constater que l'entreprise était bien préparée. Et là, ça va être un atout. Et dans ce cas-là, on pourra poursuivre le processus. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et je pense que dans ces périodes-là, les conseils ont un rôle d'autant plus important pour accompagner les cédants dans ce projet pour bien faire cette analyse-là et bien actionner les bonnes priorités. Oui, non, je partage complètement la vision énoncée sur le rôle des conseils. Après, celui qui a envie de vendre ou qui n'a pas envie de vendre, départ en retraite, pas départ en retraite, il serait bien présomptueux de notre part de penser qu'on va le faire vendre ou pas faire vendre. Il y a tellement de leviers autres que financiers et raisonnables. Hein. Je crois que la décision, elle est pas tout le temps raisonnée et loin s'en faut. Nous, on est simplement là pour éclairer les avantages et inconvénients d'une vente maintenant, d'une vente plus tard. Et je rejoins ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on a à cœur, c'est de faire en sorte que si c'est plus tard, entre-temps, on construise un argumentaire, on mette en place des solutions pour pallier des risques que maintenant on identifie mieux. C'est tout ce travail de préparation finalement qu'on regrette trop souvent de ne pas avoir eu le temps de faire avant, parce que oui, un vendeur il n'anticipe pas, c'est comme ça. On le regrette, mais c'est trop souvent comme ça. C'est pas faute de sensibiliser sur le sujet, mais c'est un constat. Je crois qu'on l'a déjà dit ça, oui, effectivement. On le répète souvent, mais quand on n'a pas eu le temps de le faire, là finalement on se laisse cette opportunité-là. De toute façon, la décision finale, c'est à lui qu'elle appartient. Alors je reviens un petit peu en arrière dans mon scénario parce que les questions sont préparées. Ça a l'air comme ça très fluide, mais c'est préparé, c'est pour ça. Moi je vérifie dans ma pratique, et Christelle l'a évoqué tout à l'heure aussi, et Loïc aussi je crois, il y a énormément de repreneurs qui viennent toquer à nos portes, qui ont envie de reprendre une entreprise. Alors je pense en particulier à des personnes physiques qui pour beaucoup se sont posées pendant le confinement sans doute, ont réfléchi sur le sens qu'ils voulaient donner à leur vie. Donc on a cet afflux donc plus important de personnes physiques. Du coup, je reboucle. Je ne sais pas si c'est un constat qui est partagé. Tout à l'heure, dites-moi. Effectivement, alors on a le sentiment qu'il y a j'ai envie de dire une jeune génération peut-être, ou moins jeune, enfin, il y a un petit peu de tout quelque part, mais dans tous les cas, enfin, ça fait plaisir parce que ce sont des personnes qui ont envie d'entreprendre, alors comme de l'autre côté, on l'a dit précédemment, comme les cédants qui ont réfléchi sur leur projet de vie, eux, ils ont aussi, ils se sont dit que c'était le bon moment.
que c'était vraiment ce qu'ils avaient au fond d'eux. Donc du coup, finalement, ça a été presque un révélateur, hein, cette crise. Et bon, ce qui fait plaisir, c'est que ce sont des personnes qui finalement, si elles sont dans cette démarche, c'est qu'elles ont confiance en l'avenir, en fait. Hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. Elles vont effectivement se poser la question de savoir si l'entreprise, encore une fois, sur un plan stratégique, sur un plan financier et autres, si elle tient la route. Mais dans tous les cas, l'envie d'entreprendre, dans notre petit panel, elle est vraiment présente. Voilà, ça c'est incontestable, pour notre partie. Alors, je partage l'observation du nombre de repreneurs qu'on voit beaucoup. Je me demande quand même s'ils n'y ont pas cru à cet effet d'aubaine aussi. Il y a peut-être un petit peu de ça. Alors je pense que oui, très certainement, il y a un effet générationnel qui fait que l'entrepreneuriat peut-être plus la cote qu'à une époque. Aujourd'hui, ils sont peut-être plus nombreux à avoir envie de prendre ce risque, à avoir envie d'être maître de leur destin. Alors c'est certainement un petit peu tôt. Je pense que le juge-arbitre, ce sera le nombre de reprises. Est-ce que tous ces repreneurs, alors déjà, c'est pas parce qu'il y a plus de repreneurs qu'il y a plus de cédants. J'ai même c'est là où je voulais en venir aussi, sur la tension l'impression du marché. contraire aujourd'hui. Donc quelque part, c'est bien beau d'avoir plus de repreneurs, mais s'il n'y a pas plus de reprises à la fin, ça va faire plus de déçus. Donc n'enjolivons pas trop ces aubaines-là non plus, quoi. Oui, moi, un point de vue très légèrement nuancé, je vois effectivement parce qu'on parle des personnes physiques, hein, je vois autant de repreneurs personnes physiques, mais alors c'est forcément sur un échantillon limité, mais ces derniers mois, j'en vois quand même moins qui font des offres, et j'en vois un certain nombre qui finalement se retirent, hein, qui étaient vraiment intéressés par un dossier, qui avaient a priori le profil d'expérience et a priori les moyens financiers en termes d'apport pour faire le dossier. Et j'en ai vu plusieurs, alors que ça ne serait pas arrivé un an auparavant, qui finalement se sont retirés en disant non, il y a trop d'incertitudes actuellement. Et donc en résumé, leur rapport, ils ne sont pas prêts à le mettre dans une lettre d'intention pour un certain nombre d'entre eux. Donc moi, la vision que j'en ai, c'est effectivement, il y a autant de repreneurs et l'envie profonde, elle est bien là. Néanmoins, il y a une réalité et des incertitudes qui rattrapent un certain nombre, et on peut le comprendre, de ces profils-là, qui fait qu'au final, ils ne vont pas faire d'offres. Donc voilà. Moi, c'est ce que je vois ces derniers mois. Voilà, c'est mon vécu. C'est peut-être le banquier qui a rattrapé finalement le repreneur. Alors, oui, ça doit être ça, en fait. Et alors, je vais être moins banquier dans mes propos, là, finalement. Je pense que le temps du confinement a permis à certaines de réfléchir effectivement sur leur projet de vie et du coup peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on l'a dit, je crois, à plusieurs reprises, l'essentiel, ce sont les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est pas que se dire je pourrais avoir tel projet de vie, c'est aussi savoir le construire, le matérialiser, se poser les bonnes questions, quelles sont nos compétences, comment on peut bien les mettre en avant. Et une fois que ce travail est là, est fait, on peut passer effectivement dans une phase de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise. Bien, écoutez, je crois qu'on arrive vers la fin, mais sauf si spontanément vous avez encore des choses à dire. Simplement, je me dis que ça fait 8 mois, donc on en a débattu. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui par rapport à ce marché ? Déçu, parce que d'habitude, à la fin de ces soirées, il y a un cocktail. Alors, non, mais... Pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, non, il n'y a pas de cocktail ce soir, nous respectons les gestes barrières. On aurait pu faire un apéro WhatsApp, mais bon, ce ne sera pas pour ce soir. Non, dans quel état d'esprit on est, je pense, par rapport aux banquiers. Enfin, si on parle d'état d'esprit, ça n'engage évidemment que moi. J'ai envie de dire tout aussi combatif, tout aussi certain qu'on a des choses à apporter à l'ensemble des projets qu'on peut accompagner, et peut-être plus vigilant, peut-être mieux éduqué à cette notion de risque qu'on évoquait tout à l'heure, et peut-être plus envie encore que d'habitude d'être pédagogue et de la partager avec nos clients, les entreprises qu'on accompagne, pour leur faire comprendre finalement que cette prise de risque,
elle existe, elle existait déjà avant, il faut simplement la traiter différemment, quoi. Oui, Thierry l'avait souligné tout à l'heure. En fait, fin 2019, on était sur des valorisations hautes d'entreprises. Fin 2007, on était sur des valorisations hautes d'entreprises. Aujourd'hui, on va aller sur des valorisations qui seront différentes. En 2008, on est allé sur des valorisations qui étaient différentes, mais ça n'a pas empêché le marché de la transmission et de la reprise d'entreprise de fonctionner en 2008, en 2009, en 2010. Et je pense qu'il y a toujours un marché qui fonctionnera en 2021, 2022, 2023. Pour autant, il faudra garder certains points de vigilance et pour réussir une bonne reprise d'entreprise. Voilà. Alors je redis un petit peu ce qui a été dit, mais dans tous les cas, dans ce contexte, des approches très différentes d'un secteur d'activité à l'autre, hein, ça c'est incontestable. Effectivement, une analyse des risques plus approfondie, voilà, côté repreneur, du coup sur la cible, sur le positionnement de l'entreprise, ses clients, ses sources d'approvisionnement, voilà, sa stratégie de commercialisation, etc., sur plein de sujets, son savoir-faire, etc. Après, j'ai tendance à rester optimiste parce que finalement, des crises, il y en a eu, et après il y a plein de belles choses aussi, hein, en fait, hein, qui sont sorties aussi des crises, plein de belles idées, plein de belles initiatives, voilà, des marchés naissants, donc voilà. De l'optimisme. Voilà, je sais qu'on en a besoin. De l'optimisme, voilà, donc je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire et à entreprendre en France, voilà. De notre côté, écoutez, résolument, ça pourrait paraître étonnant, serein et combatif, comme Loïc l'a dit, mais je crois qu'effectivement, ces périodes de crise nous rappellent les fondamentaux sur lesquels il faut qu'on s'appuie. Donc ça, moi, c'est ce que je retiendrai profondément. La confirmation qu'on est dans un monde, crise ou pas, qui est plein d'incertitudes, notamment certaines comme le réchauffement climatique et puis certains grands déséquilibres mondiaux qu'on a un petit peu oubliés médiatiquement ces derniers jours ou ces dernières semaines, qui vont revenir, je crois bien vite dans les mois qui viennent. Et quelque part, on sait, alors c'est à la fois négatif, mais moi je le vois de façon très positive, on sait qu'on va aller de crise en crise quelque part. Bon, par rapport à ça, eh bien écoutez, on s'adapte. Oui, effectivement, le marché de la transmission, avec des évolutions et des adaptations, bien sûr, les entreprises vont continuer à se transmettre, bien entendu. Et donc moi je reste effectivement serein effectivement par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut rester appuyé sur les fondamentaux pour, en tout cas pour ce qui nous concerne, rester un partenaire solide et qui se veut le plus clairvoyant possible pour accompagner nos clients dans tous ces projets qui se continuent, même s'il y a beaucoup d'adaptations. Écoutez, merci à tous. On en arrive au terme de ces échanges. Je pense que il me reste à vous remercier infiniment, chaleureusement, d'avoir osé quelque part aussi se prononcer, parce que c'est pas du tout évident. Après seulement, c'est du vécu, quoi. Hein, on a très peu de recul encore, et Dieu sait que ça va encore évoluer. Donc merci à tous. J'en profite pour dire que cette rencontre qui est enregistrée donc sera à nouveau visible. Vous pouvez la retrouver sur le Facebook Live de la CCI Véro et également sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée. Merci à vous.